Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue ici dans la salle Félix Éboué. Je remercie nos invités que je vais bientôt présenter pour cette nouvelle édition des Palabres que l'on tient la veille de la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et on a souhaité inscrire les Palabres de ce jour dans la perspective de cette journée internationale de demain. Alors moi, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui trois femmes ultramarines au parcours remarquable, trois artistes lyriques qui ont remporté de nombreux prix. Je leur laisserai tout à l'heure, dans la présentation de leur parcours, exposer justement leur parcours artistique, professionnel, les difficultés auxquelles elles ont fait face. Il s'agit de Madame Marie-Laure Garnier, de Madame Julienne Maélé et de Madame Ludivine Turinet. Alors on est honoré de votre... J'ai pas fait d'erreur dans la prononciation des noms. Hein. On est honoré de votre présence parmi nous. Comme je le disais, on est impatient de pouvoir découvrir vos parcours, vos projets. Je le disais aussi, peut-être les épreuves et les difficultés que vous avez dû traverser en tant que femme ultramarine dans la poursuite de vos objectifs de carrière et dans l'exercice de votre art. Alors avant de vous passer la parole à vous, je vais passer la parole à Monsieur Di Falco, je crois, qui va revenir notamment sur la présentation d'un concours que nous, à la Direction Générale des Outre-mer, on soutient depuis de nombreuses années, qui est le concours de la voix des Outre-mer. Je lui passe donc la parole et puis ensuite je crois que c'est Sandrine Jaumier qui a accepté d'être la modératrice, l'animatrice de nos palabres de ce jour. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis ravi aujourd'hui, aux côtés de Julien Leleu, le président de l'association Les Contre-Courants. Moi, en tant que président des Voix des Outre-mer, vous allez voyager dans des Outre-mer extraordinaires où nous avons rencontré, donc depuis 7 ans déjà, des chanteuses, des artistes que nous suivons, que nous avons eu la chance déjà de rencontrer et d'entrer, je dirais, dans leur univers artistique et humain. La voix est le reflet de votre personnalité, alors vous allez pouvoir entendre 3 personnalités, en plus à cette veille de cette journée des droits des femmes. Alors évidemment, nous savons que la fête des femmes, c'est tous les jours, mais demain particulièrement, c'est la journée des droits des femmes. Alors vous allez visiter. Nous aimons beaucoup, avec l'association Les Contre-Courants, organisatrice du concours Voix des Outre-mer, dont notre principal partenaire est le ministère des Outre-mer, puisque le concours Voix des Outre-mer est sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, et nous sommes contents que vous puissiez là, pendant quelques minutes, pendant quelques temps, voyager au travers des parcours exceptionnels de ces femmes qui sont chanteuses, lyriques, des femmes que vous allez retrouver et que vous retrouvez déjà pour certaines, comme Marie-Laure Garnier et Julienne Maélé à l'opéra, Ludivine qui commence au Conservatoire national de région de Boulogne-Billancourt. Et ce sont des parcours extraordinaires. C'est des personnes qui chantent de l'opéra. Et oui, on peut être des Outre-mer et aimer l'opéra et rendre hommage à cette grande chanteuse martiniquaise, Christiane Eda-Pierre. Nous partons juste après avec ces délicieux artistes à l'Opéra de Clermont-Ferrand, où nous allons rendre hommage demain à Christiane Eda-Pierre. Donc écoutez, je vous souhaite un très beau voyage avec ces femmes extraordinaires au-delà des mers. Bonjour mesdames, donc il me revient le soin d'animer cette présentation. Peut-être pour commencer, je vais vous laisser chacune d'entre vous vous présenter votre parcours et ensuite avec la complicité de la salle vous poser quelques questions pour détailler un petit peu votre expérience. Merci beaucoup. Madame, vous avez le micro. Merci beaucoup. Je m'appelle Ludivine Turinet, alors j'ai 26 ans et j'ai commencé le chant il y a très longtemps. J'ai passé un casting à l'âge de 9 ans. J'ai toujours aimé chanter et je disais à ma mère que je voulais être chanteuse-danseuse, comme Madonna à l'époque. Et elle me disait « Ah non, c'est pas un métier ». J'ai dit « Mais pourquoi pas ?» Et j'ai passé un casting, je ne savais pas trop pourquoi c'était vraiment et c'était le casting du Roi Lion. Et donc voilà, il y a eu plusieurs étapes et j'ai fait partie de la comédie musicale pendant 3 ans.
Ensuite, j'ai fait un petit peu de piano. C'était ma première approche avec le classique. Et à l'âge de mes 15-16 ans, j'ai aimé un peu la danse et la comédie musicale. Et le lyrique, en fait, il a atterri très tard. Il a atterri vers mes 18 et 19 ans, où là, je faisais partie de chœur, mais je ne me suis jamais dit que je pouvais faire de l'opéra. Et en fait, après, j'ai rencontré Fabrice Di Falco et Julien Leleu. Donc, j'ai tenté ma chance au concours Voix des Outre-mer une première fois. Et j'avais bien aimé le principe des masterclass, parce que j'avais jamais encore appris vraiment d'air d'opéra. Donc, le concours, on a la chance de pouvoir être coaché avant même de passer le concours. Donc, ça, c'était assez rassurant. Et j'ai eu du coup le prix Musique du Monde. J'avais chanté un air lyrique, un air d'opéra aussi, et un air de comédie musicale. Donc j'ai eu le prix Musique du Monde. Et j'ai pu ensuite, après, représenter aussi la Martinique à l'Opéra Bastille, et dans une catégorie lyrique du coup. Et cette année, je suis rentrée au conservatoire, donc je commence réellement à pratiquer le lyrique. Et voilà, et je fais du chant et en même temps, je travaille aussi au ministère de l'économie. Donc voilà, j'ai un peu une double vie. Et donc je travaille au centre de traduction du ministère de l'économie. Et puis je mets des jours de congé pour aller chanter ou faire autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Julienne Maillet, j'ai 34 ans. Pareil, tout comme Ludivine, j'ai commencé la musique très très tôt, pour des raisons que j'ignore encore, dont je ne me rappelle pas. On avait beaucoup d'instruments à la maison, dont un orgue, ce qui n'est pas du tout courant. Et vraiment pas du tout courant, et un piano, des flûtes, on avait pas mal de choses. Et je me rappelle pianoter à mes heures perdues. J'avais une cousine qui jouait du piano, et un matin, mes parents sont venus dans le salon pensant que c'est ma cousine qui jouait et c'est moi. J'entendais de la musique et, dans ma tête tout le temps, et je jouais tout simplement ce que j'entendais. Et de là, ils se sont dit, allez, il faut que tu ailles au conservatoire. J'ai fait le conservatoire local en région parisienne pendant 5-6 ans, et j'ai pas voulu continuer parce que à l'époque j'avançais beaucoup plus rapidement que les autres et c'était un peu frustrant, donc je me suis dit bon, on arrête. J'ai beaucoup chanté du gospel dans la chorale de mon église locale, mais pareil, la musique n'était jamais, j'ai jamais considéré la musique comme une carrière. C'était toujours un passe-temps, quelque chose qui me faisait du bien, quelque chose pour lequel j'étais très douée. Et quelques années plus tard, à 20 ans, j'ai eu la folle idée d'aller en Angleterre pour une année après avoir obtenu mon bac. Ça fait 14 ans maintenant, vous imaginez, ça fait un moment. Mais toujours en continuant la musique plus gospel dans pareil des chorales, des petites chorales locales. Et après avoir complété une licence en théologie et musique, où je prenais des cours de chant. Après ça, j'ai travaillé en tant qu'enseignante. Et durant mes années d'enseignement, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre des cours de chant, parce que j'avais l'impression que vocalement, j'avais un peu perdu. Et mon prof de chant à l'époque, le premier cours qu'on a eu ensemble, me dit « Ah tiens », pendant les échauffements de voix, il me dit « Tiens, il y a une qualité lyrique dans ta voix ». Et quand il me dit ça, je me dis « Ok, mais je paye un peu, on n'a qu'une heure, donc si on pouvait… Hein. » Mais il était vraiment très très sérieux et il m'a dit « Tu sais, je te conseille d'y réfléchir parce que ce que tu as dans la voix, c'est assez rare, on l'entend pas tout le temps et je pense que ça vaut la peine d'être exploré. » Et l'idée ne m'a jamais quittée. Et quelques années, j'ai fait 2 ans avec une compagnie d'opéra amatrice, on choisit. Et après ça, j'ai fait un bachelor de 4 ans à l'université de Guildhall School of Music and Drama, puis un master. Et j'ai officiellement fini en novembre 2022 et depuis, j'ai la chance de me produire en tant que chanteuse d'opéra, un peu en Angleterre, un peu en France, un peu en Allemagne. Donc, c'est le rêve pour quelqu'un qui n'avait jamais considéré la musique comme carrière. Donc voilà. Bonjour à tous, je suis Marie-Laure Garnier, je viens de la Guyane, j'y suis née il y a 33 ans, bientôt 34,
Et je pourrais dire que je suis née à l'école de musique de Kourou, parce que très très jeune, j'ai été initiée à la musique par des intervenants en milieu scolaire qui m'ont donné très très vite le goût de la musique. Je suis née dans une famille de mélomanes, ça aide, hein, on est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, entre 3 et 5 ans, j'ai été immergée dans cette école, si bien que j'ai débuté plusieurs instruments, les percussions traditionnelles, la flûte traversière, le piano, l'orgue, les pratiques collectives diverses et variées. Un souvenir extrêmement fort pour moi dans mes jeunes années, c'est d'une part la possibilité de pouvoir faire plein de choses avec beaucoup de projets, notamment un projet qui s'appelait La Musique Magique, qui était donc une comédie musicale qui mettait en valeur les différentes cultures de la Guyane, parce que c'est une des richesses de la Guyane, c'est que nous sommes une terre multiculturelle, les créoles, les bouchilingués, les amérindiens, et puis tous ceux qui viennent compléter cette diversité culturelle de la Caraïbe, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, etc. Et donc, voilà le climat et voilà l'environnement dans lequel j'ai commencé ma vie et ma formation musicale. Et puis, moi, j'ai toujours su que je voulais enseigner. J'ai toujours su que je voulais enseigner la musique. Et donc, à l'âge de 14 ans, je décide de quitter la Guyane, quitter ma famille, pour intégrer le CRR, le Conservatoire à rayonnement régional de Paris, l'équivalent de celui dans lequel Ludivine est depuis septembre. Donc, j'ai 14 ans, j'arrive à Paris pour pouvoir intégrer le conservatoire en flûte. Oui, en flûte traversière. Et la première année, elle est très difficile parce que, non pas parce qu'il fait froid, hein, mais par contre, elle est très difficile parce que je suis passée d'une vie extrêmement diversifiée par les différents instruments que je pratiquais à une vie déjà très spécialisée à 14 ans. C'est un petit peu tristounet, ma foi. Et donc voilà. Donc je m'épanouis énormément, notamment en formation musicale dès qu'il faut chanter. Donc, en fin d'année, en fin de ma première année, le directeur des affaires scolaires me convoque dans son bureau et me dit « Toc toc, Marie-Laure, tes professeurs disent que tu as une très jolie voix, peut-être devrais-tu faire du chant ?» Quoi, du chant? Mais je n'ai jamais envisagé de faire du chant. D'ailleurs, chanter n'est pas un métier. Et que vais-je dire à mes parents qui viennent de m'offrir une flûte professionnelle? Donc voilà, le choix n'a pas tardé à se préciser. Je faisais les deux désormais. Et j'ai intégré la maîtrise de Paris. Et au bout de 3 ans, quand j'ai eu mon bac, j'ai intégré le CNSM de Paris, qui est donc le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Dans lequel je suis désormais avec d'autres chanteurs qui ont des parcours divers et variés. Certains chantent depuis qu'ils sont tout petits, ont déjà un background très important dans le chant lyrique. D'autres, comme moi, sont un peu plus frais, je dirais, puisque quand bien même on a une certaine culture musicale, l'art lyrique est un art à part entière, donc il faut connaître le répertoire, il faut connaître sa voix, il faut connaître plein de choses. Et à 18 ans, je n'avais pas toutes les connaissances nécessaires pour m'embarquer dans cette voie-là. Mais quoi qu'il en soit, à force de réflexion, d'encouragement, de persévérance, j'ai passé ma licence, mon master, mon doctorat, donc j'y ai passé bien 7 ans. C'est un long parcours qui est jonché de passion, évidemment, mais également de beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est qu'on est loin de sa famille, on est loin de son département dans lequel on a grandi. On est dans un monde qui désormais a des codes que l'on ne maîtrise pas toujours. Néanmoins, on s'y fait, on n'en meurt pas, hein, ça c'est la bonne nouvelle, comme quoi ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, ça a été vraiment des années de formation très, très, très enrichissantes, riches évidemment de l'enseignement et de la culture que je reçois, riches aussi des rencontres que je fais, d'une part dans le milieu des chanteurs, mais également dans le milieu instrumental. Et puis, le réseau qui commence à se faire petit à petit, les premières scènes, les premiers concours,
Il y a eu des prix, il y a eu des distinctions d'académies, de fondations, etc. Et vient un jour où, après avoir quand même déjà fait beaucoup de scènes, je me présente au concours Voix des Outre-mer. Et il y a quelque chose qui se passe et qui va être aussi un élément déclencheur dans ma vie, parce que on a beau travailler, on a beau avoir du talent, mais il faut aussi des personnes qui le voient, des personnes qui l'entendent, des personnes qui croient en vous et des personnes qui vous accompagnent dans vos différents projets. Et donc, évidemment, je ne peux que remercier et encourager Fabrice Di Falco et Julien Leleu, leur démarche, leur persévérance, parce qu'ils vont toquer aux portes, ils n'ont pas peur justement de nous accompagner et de nous pousser aussi, parfois dans nos retranchements, mais c'est pour la bonne cause, et surtout de nous pousser à nous réaliser. On arrive tous avec des histoires, des parcours, des voies différentes, et pour autant, chacun a un traitement qui est propre à lui-même, à elle-même, et finalement, c'est ce que l'on recherche dans cette voie, c'est d'être reçu, d'être accueilli pour qui l'on est, pour la voix que l'on a. Et ensemble, on fait de très très belles choses. Et comme le disait Fabrice tout à l'heure, on a la chance et la joie de nous produire dans différents lieux prestigieux. Ce soir, en tout cas demain, ce sera à l'Opéra de Clermont-Ferrand, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était en Martinique, en Guadeloupe, on ira bientôt en Guyane pour monter, pour proposer, pour faire découvrir aussi ce répertoire que nous adorons et que nous souhaitons vivement et avec beaucoup de chaleur et de passion faire découvrir aux autres ultramarins qui aiment et ceux qui découvrent également. Voilà, donc cette démarche, elle n'est pas la démarche d'une seule personne, elle est la démarche de toute une quantité, pas toujours visible, de personnes qui ont envie justement de faire émerger ce style de l'art lyrique, du chant lyrique. À chaque fois qu'on fait des concerts, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes. L'Opéra Bastille est rempli depuis 5 ans, c'est énorme. Moi, j'ai envie de dire que en fait, on a plein de choses à dire. Mais je vais céder la parole. Merci beaucoup, mesdames, pour ces présentations effectivement très inspirantes. C'est la thématique de ce jour. Alors, je comprends que dans vos projets, là, vous avez des projets de voyage vers certains territoires ultramarins. Et j'aurais d'abord une petite question peut-être un peu plus personnelle. Quelle est aujourd'hui votre relation avec les territoires? J'ai compris, Marie-Laure, que vos parents étaient originaires de Guyane. Vous avez sans doute encore un peu de famille. Quel est votre le lien que vous avez conservé avec la Guyane ou avec d'autres territoires? J'ai entendu Ludivine parler de la Martinique. Voilà, j'ai peut-être une petite lacune dans votre présentation. Voilà, quelle relation avez-vous conservée avec les territoires d'outre-mer? Alors moi, je suis née en Guyane, mais d'une maman guyanaise et d'un papa guadeloupéen, donc j'oscille entre les deux. Je garde un lien extrêmement privilégié avec la Guyane, j'y reviens régulièrement. J'ai donné beaucoup de concerts là-bas. J'essaye vraiment de pouvoir partager des moments privilégiés avec les élèves aussi du conservatoire et les élèves d'autres institutions en Guyane qui sont intéressés par le chant lyrique. Et force est de constater que de plus en plus de personnes se présentent aux masterclass. Donc évidemment, c'est l'action du concours Voix des Outre-mer qui se déplace dans chacun des territoires sans exception. Vraiment, c'est important de le noter. Tous les territoires sans exception, c'est énorme. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est un investissement qui est... on a du mal à évaluer, ne serait-ce que l'énergie que ça demande de le mettre en place et de le réaliser. Mais en tout cas, je me fais le relais, en tout cas l'écho aussi de cette démarche d'aller à la rencontre des personnes et de pouvoir partager. Je ne me considère pas comme étant une personne qui sait et qui va donner, qui va transmettre, mais une personne qui vit quelque chose et qui a envie de le partager avec les autres. Parce que de toutes les façons, on est tous très différents.
Oui, alors j'ai grandi, j'ai une maman camerounaise et un papa martiniquais. Et étant en Angleterre, de voir qu'il y avait la possibilité de faire partie des voix d'outre-mer, j'ai trouvé ça assez incroyable. Parce que même si j'ai eu la chance de pouvoir faire une école, culturellement, je me suis toujours sentie toute seule. Et assez isolée parce que ça avait l'air d'être une niche qui n'était pas forcément accessible à des gens qui me ressemblaient ou qui avaient le bagage que j'avais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, le privilège de faire le conservatoire quand j'étais un peu plus jeune en région parisienne, mais une fois de plus, ce n'était pas la norme dans ma communauté, dans ma communauté antillaise, ce n'était pas la norme. Et quand j'ai eu la chance de faire la rencontre de Fabrice Di Falco et de Julien Leleu, j'ai trouvé leur démarche vraiment incroyable et nécessaire. Parce que j'ai eu la chance de me retrouver avec des personnes de ma communauté qui ont énormément de talent. Et c'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas forcément de conservatoire dans chaque territoire des Outre-mer, mais on se rend compte du talent, de la qualité qu'il y a, parce que quand on entend les voix, on entend les parcours des uns et des autres. On a eu 2 semaines de masterclass incroyables. Et même moi, ayant fait une école, j'ai énormément appris, j'ai énormément progressé. Et j'ai trouvé ça juste incroyable d'entendre des personnes qui ne savent pas forcément lire la musique, mais il y a un talent qui est indéniable. Donc vraiment merci Julien, merci Fabrice d'avoir mis ça en place, parce que c'est nécessaire, vraiment. Alors moi du coup je suis un pur produit de la Martinique. Mes 2 parents sont martiniquais. Donc voilà, mon rapport avec les territoires il est vraiment profond. Je vais en Martinique très souvent. J'ai toujours eu la culture, en fait, j'ai eu cette double culture, cette culture plutôt métropolitaine en Île-de-France, et toujours le créole qui m'a suivi. Quand j'ai passé mon bac littéraire, j'ai pris l'option créole. J'avais fait un petit prolongement avec une biguine créole. Donc j'ai toujours ce rapport avec le chant ici de Paris, et également toute la culture qu'il y a derrière la Martinique. Et en Martinique, quand j'y retourne, c'est toujours souvenir, c'est la nourriture, la musique, le cadre idyllique. Cette année, j'ai pu faire des masterclass avec Fabrice pour me préparer au concours d'entrée du conservatoire. Donc ça, c'est super. On travaille et puis ensuite, à la fin de la journée, on peut prendre un petit bain de mer et puis on travaille à nouveau et puis on continue. Et voilà, donc la Martinique, c'est toujours mon plus bel endroit. On y était avec Marie-Laure pour l'Opéra Carmen. C'était très très bien dans les ruines de Saint-Pierre. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai encore quelques questions, mais je partagerai le micro très bientôt. Quand vous rencontrez justement ce public originaire des territoires ultramarins, quelle est la réaction de ce public? Est-ce que il y a beaucoup de questions sur le comment, sur le pourquoi? Il y a de la curiosité. Quelles sont les questions qu'on vous pose, les remarques d'étonnement par rapport à votre parcours? Moi, c'est plutôt des retours très positifs. Et au final, on se rend compte que le public ultramarin aime beaucoup le chant lyrique aussi. Et ils sont très vite impressionnés et ils aiment beaucoup voir la montée de la diversité qu'on peut avoir grâce au concours. Et puis rien que par exemple d'avoir suivi Marie-Laure remporter sa victoire de la musique. Moi, je sais que toute ma famille était derrière elle. Et c'est toujours une espèce de symbole qu'on n'avait pas forcément quand j'étais petite. Je me disais pas je vais être chanteuse lyrique, parce qu'il n'y avait pas forcément de représentation ou assez de représentation. Et donc pour moi c'est ça, c'est un retour plutôt positif. C'est exactement ça. Beaucoup de retours positifs, et tout comme Ludivine l'a dit, je pense que la représentation c'est très important. Si étant plus jeune, j'avais eu accès
à tout ce qu'on a maintenant grâce aux Voix des Outre-mer. On a Marie-Laure Garnier qui convoie aux victoires de la musique. Je pense que j'aurais sans doute fait de la musique plus tôt, mais c'est vrai que étant plus jeune, c'était un combat parce qu'on ne voit personne qui en fait forcément, ou ceux qui en font, on ne les voit pas assez, exactement, on ne les voit pas assez, on ne les voit pas, enfin, c'était pas un choix de carrière. C'était un beau hobby, on avait beaucoup de talent, mais en termes de carrière, c'est assez compliqué à expliquer aux parents. Donc vraiment, je trouve que ce qui se passe maintenant est très très pertinent et important et nécessaire. Merci. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire, donc je ne vais pas redire la même chose. En revanche, la question que ça soulève, et enfin en tout cas moi que je me pose, c'est quel message, au-delà de l'impact positif, on l'entend bien, hein, que nos voix peuvent avoir, et puis les voix de toutes celles et ceux qui viennent dans les Outre-mer pour proposer aussi des concerts de qualité, ou même des rencontres. Parfois, ce n'est pas forcément un concert, mais une rencontre dans une école, dans un établissement public, ici ou là. Ça a aussi cet impact positif sur le fait que on peut se laisser toucher, on peut être touché par cette musique. Il n'y a pas besoin d'être un savant fou pour pouvoir la comprendre, ne serait-ce que la recevoir dans son cœur, c'est déjà beaucoup. Et puis, la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est la question de l'accessibilité. Est-ce que c'est pour moi ? Et si c'est pour moi, comment je fais pour y accéder ? Comment je fais pour y arriver ? Est-ce que j'ai droit ? Est-ce que je suis légitime dans cette voie-là ? Et je pense que, évidemment, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de la formation. Et je pense que le petit pas à encore dépasser, c'est la possibilité de pouvoir avoir une formation de qualité avant l'âge maximal dans les conservatoires. C'est-à-dire pour les femmes, c'est 25-26 ans. Pour, par exemple, le Conservatoire national supérieur, évidemment, on peut ne pas le faire, il n'y a pas d'obligation. Mais si c'est une possibilité qualitative en France, il faut qu'on puisse y accéder au même titre qu'un Parisien, un Dijonnais ou un Lyonnais. Et donc, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met en place dans les territoires pour pouvoir justement accéder dans les temps et avec la formation nécessaire, requise, pour y accéder et pour pouvoir s'épanouir. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, on dit qu'on manque de représentativité, de diversité, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir avoir cette représentativité, et notamment des ultramarins ? Et je pense que vraiment, c'est le petit cap dans lequel on est en train de progresser petit à petit, puisqu'il y a énormément de choses qui se mettent en place, et notamment grâce au concours, il faut le dire. Mais en fait, il faut que vraiment ce soit une concertation, à mon sens, de toutes les institutions nationales ou locales pour pouvoir vraiment donner les outils aux personnes qui ont envie, je ne sais pas moi, à 17 ans, je me découvre une voix lyrique et j'ai envie d'en faire mon métier, je ne veux pas quitter la Martinique, qu'est-ce que je fais ? Et que je sois un garçon ou que je sois une femme, mais prenons le cas d'une jeune femme peut-être un tout petit peu plus âgée, disons 25 ans au pif, qui a déjà un enfant, elle ne va pas quitter sa famille, malgré le fait qu'elle est jeune, qu'elle pourrait se lancer dans cette voie-là, qu'elle pourrait faire carrière, mais il y a un frein, il y a le frein de la famille. Donc du coup, l'autre question que je me pose, c'est dans quelle mesure, sur le plan local, on peut vraiment dépasser cette limite et vraiment pouvoir s'épanouir, même en ayant une carrière en amateur, par exemple. Comment je fais pour participer à des concerts ? Qui je rencontre ? Qui vient à ma rencontre ? Comment on met ça en place ? Comment ça crée de l'émulation tout autour de moi ? Voilà, ce ne sont que des questions, je n'ai pas de réponse, hein, mais je crois que ces questions se posent, surtout pour les personnes qui se découvrent une jolie voix qu'elles ont envie de travailler, mais qui sont déjà installées dans une vie. Je pense que c'est important de ne pas contraindre ça. Merci.
Merci beaucoup. Il existe un certain dispositif, notamment qu'accompagne la Direction générale des Outre-mer pour faciliter justement cette circulation des artistes, à la fois dans leur bassin régional et ailleurs dans l'Hexagone et même plus largement. Donc il faudra qu'on vous précise tout cela par la suite. Je vais peut-être partager dans un premier temps le micro. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des questions. C'est le moment. Merci. J'avais juste une question toute simple, mais j'aurais aimé savoir quel était pour vous l'air que vous préférez. Ouais, c'était une question très simple, mais je trouve que c'est assez personnel comme question malgré tout, et je trouvais ça intéressant de savoir quel était l'air d'opéra ou quel était l'air lyrique qui soit vous correspondait le plus, soit sur lequel vous étiez le plus, vous appréciez le plus de chanter. C'est une très bonne question. C'est marrant, je ne sais pas si vous êtes comme moi les filles, mais à chaque fois qu'on me pose des questions en termes de répertoire, c'est comme si j'oublie que je sais chanter et que je connais des chansons. Alors, j'aime beaucoup les airs de Massenet. Je les trouve... J'aime beaucoup chanter en français, ça, il faut que je le dise. J'aime beaucoup, beaucoup chanter en français. Je trouve que le choix des mots est juste exquis et vraiment précis. Mais Massenet, d'ailleurs, lors de la compétition de la finale des Voix d'Outre-mer, j'ai eu le plaisir de chanter Il est doux, il est bon de Massenet, de l'opéra Hérodiade. Et je pense que c'est un de mes opéras préférés. Et c'est marrant parce que grâce aux masterclass, aux 2 semaines de masterclass, avec Fabrice, j'ai aussi découvert que j'ai un peu cette personnalité assez timide, assez... quel était le mot réservé. C'est exactement ça. Et de chanter ces chansons qui sont assez éprouvantes parce que c'est vraiment se mettre à nu. Je me suis retrouvée comme la petite Salomé, un peu à nu, à vraiment chanter ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ouais, pour moi, ça serait les airs de Massenet parce qu'il fait ça très, très bien. Ouais. Peut-être, avant de passer la parole, pardon, je ne sais pas si tout le monde connaît les airs de Massenet, mais peut-être vous pourriez nous rappeler ce dont il s'agit. Alors, Il est doux, il est bon, c'est un air de Salomé qui a grandi sans parents et qui a été éduqué par le prophète Jean le Baptiste, comme celui qui figure dans la Bible. Et elle attend son retour. Et c'est vrai qu'en lui, elle a trouvé refuge. Et elle est tombée amoureuse de lui. Et donc, je pense que vous attendez à ce que je chante un petit peu là, c'est ça. Et donc, ça donne... il est doux, il est beau, sa parole est sereine. Je pense que ça va. En ce qui me concerne, moi, on se ressemble beaucoup avec Julienne. Je trouve effectivement que le répertoire français est d'une grande richesse et on a beaucoup de chances de pouvoir être engagé dans ce type de répertoire. Donc, je nous souhaite à ça. Beaucoup de Massenet, beaucoup de Debussy, même s'il n'a pas écrit beaucoup à l'opéra, mais quoi qu'il en soit, ce répertoire est sublimissime. Quand bien même, je dirais quand même que moi, je vais aller vers le bel canto, et notamment avec ce rôle de Tosca, dans Tosca, de Puccini. Voilà. Je vous fais le topo où tout le monde est OK. Tout le monde est OK, ça tombe bien. Donc, je passe la parole à Ludivine. Vu
Alors, pour répondre à la question, moi j'aime beaucoup plein d'airs que je ne peux pas chanter et d'autres que je chante. Donc déjà, le premier air d'opéra que j'ai adoré et que j'ai découvert toute petite, c'est l'air de La Reine de la Nuit. Je pense que j'avais peut-être une tendance à aimer les aigus. Et sinon, là, depuis que je suis rentrée au conservatoire, j'aime beaucoup le personnage de Chérubin. Donc c'est Voyez ça a pété dans les Noces de Figaro. Donc voilà. Et sinon, moi, ce que j'aime beaucoup faire, parce que comme j'ai une éducation comédie musicale et lyrique, j'aime beaucoup switcher, donc commencer un air en voix pop et switcher en voix lyrique. Donc ce que j'aime beaucoup faire. Donc par exemple pour le morceau Sometimes I Feel Like a Motherless Child, donc c'est un negro spiritual et du coup ça fait Sometimes I feel like a motherless child. 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 Voilà. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis entre le lyrique et les comédies musicales. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une journée de chanteuse de professionnelle? Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous parlez de formation, de spectacle, donc j'imagine que vous faites un peu les deux. Qu'est-ce que vous faites d'autres choses? Est-ce que du coup vous arrivez à en vivre? Est-ce que c'est un métier, effectivement, comme vous disiez? Petite, vous ne saviez pas, moi non plus. Bon, on est d'accord que on a tous, en fonction du niveau où on en est, des journées différentes, déjà. Moi, c'est mon métier à part entière, je n'ai pas de métier à côté. Donc, en fonction des échéances qui viennent, il y a une espèce de routine qui se met en place, à commencer par une chauffe gentille, entre guillemets, c'est-à-dire on va pas... vous savez que la voix, c'est un instrument, mais c'est avant tout un muscle. Hein. Donc on va être comme un sportif qui doit se préparer à sa journée. Donc il se met en route petit à petit. Il y a des choses à faire, hein, comme vous aussi. On a des traitements de mails, des appels, des partitions à travailler. Donc le matin, c'est le moment, pour moi en tout cas, où c'est calme. Une fois que la chauffe est faite, on va passer à des choses très gentilles. Et puis, en début d'après-midi, commencer à travailler le répertoire, que ce soit de la mélodie française, des leaders ou de l'opéra. Ce sera en seconde partie de journée. Et puis, si j'ai des répétitions à Paris, parce que je ne suis pas parisienne, faire ce qu'il y a à faire avec les collègues. Et puis, si c'est une journée de répétition pour un opéra, bah, les répétitions se passent à l'opéra. Et le soir, on peut être en représentation, etc. Donc, les choses s'agencent en fonction des besoins. Mais quoi qu'il en soit, dans ma vie de chanteuse, le travail reste toujours très présent. On n'a jamais fini d'apprendre, donc on prend encore des cours. Quoi qu'on en pense, il y a une certaine autonomie, mais on a toujours besoin d'un regard extérieur pour pouvoir remettre quelques petites choses en place, parce qu'on se fatigue. On a parfois un peu forcé, donc il faut rééquilibrer les choses.
Ça passe notamment par des petites choses comme aller chez l'ostéo, chez le kiné, aller faire de la natation, faire un footing, dormir, faire à manger, se faire plaisir, voir ses amis. Enfin, finalement, une vie de chanteur, c'est une vie comme tout le monde, sauf que on a des contraintes qui sont liées à la fragilité, à la vulnérabilité de notre instrument. Voilà. Oui, je rejoins ce que Marie-Laure a dit. Moi, je chante aussi d'autres styles musicaux. C'est vrai que le classique est venu un peu plus tard, mais je chante notamment avec une chorale gospel et en tant que chanteuse classique, j'ai aussi l'opportunité de faire de la musique de film, ce qui est assez incroyable. Mais c'est vrai que la routine est la même. C'est vraiment se lever et on met de l'huile sur tous les boulons qui sont un peu rouillés là dans la gorge. Mais c'est vraiment, et y aller tout en douceur parce que même si notre voix, on s'en sert surtout pour chanter, on s'en sert aussi pour parler. C'est vraiment le même instrument qui s'exprime. Donc c'est avoir cette routine journalière de s'échauffer la voix, de s'échauffer le corps. Et surtout d'être assez organisé pour aussi connaître les limites de notre corps, parce que c'est vrai que moi, même si j'ai 34 ans, dans le milieu classique, je débute, j'ai obtenu mon master seulement en 2022, fin 2022, donc c'est toujours tout nouveau, et j'apprends à aller au rythme de mon corps, parce que des opportunités, on peut en trouver, mais est-ce que j'aurai la capacité de mémoriser cette partition ou ce rôle, d'apprendre ce rôle, d'intégrer ce rôle? Est-ce que, en sachant que j'ai un enregistrement à Paris et je dois être à Londres le lendemain, est-ce que c'est assez? Pour moi, c'était vraiment de réapprendre mon corps et le rythme auquel il fonctionne et d'y aller en douceur, en fait. Voilà. Alors moi, du coup, ma semaine, elle est un petit peu partagée avec plein de choses. Au début, je travaille. Déjà, je travaille au ministère des Finances, donc rien à voir. Et ensuite, par exemple, tous les lundis, je vais au conservatoire. Et entre-temps, donc, je suis en télétravail, je travaille. Ensuite, je vais au conservatoire, je découvre les joies du solfège, les joies de l'apprentissage de nouvelles langues, comme l'allemand, l'italien. Voilà, ma routine pour le chant, c'est des cures de thé et de tisane tout le temps. Et essayer de jongler avec tout ça. Et puis par exemple le mercredi, moi je suis en école de comédie musicale, donc là on change carrément de masque et on fait de la danse et du théâtre et du chant, et tout en gardant mon poste au ministère des Finances où je suis contractuelle depuis 3 ans. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une petite question à vous écouter. On voit où on entend souvent des artistes ultramarins comme le danseur Guillaume Diop revendiquer leurs racines d'outre-mer. Est-ce que c'est quelque chose qu'il vous arrive de faire au quotidien, dans votre art, dans votre pratique, et comment est-ce que vous percevez ces expressions chez d'autres collègues, d'autres pratiques artistiques? Alors moi, on m'a déjà posé cette question et je suis assez partagée. C'est-à-dire que mon identité guyanaise, on ne peut pas me la retirer. Donc je n'ai pas besoin de la revendiquer. Par contre, ma culture guyanaise, elle transparaît dans ma façon d'être, dans la personne que je suis, dans mon rapport aux autres, dans la façon dont je vais aborder le répertoire avec les références que j'apporte. Dans mes plus jeunes années, on va dire, j'ai constaté, en tout cas j'ai fait ce constat que de prime abord comme ça, les musiciens recontextualisent sans cesse les œuvres, parlent de quand Schumann a écrit les Liederkreis ou quand Jean Cras a écrit telle pièce.
Moi, systématiquement, je parle de l'impact qu'a cette pièce sur moi, à ce que ça me fait penser. Alors, dans le cas de Jean Cras, qui a écrit Correspondance sur un texte de Baudelaire, immédiatement, les premiers mots, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de vivantes paroles. Je pense à la Guyane. Et donc, systématiquement, je dis, là, il faut imaginer la forêt guyanaise. Vous voyez, cette forêt, elle est extrêmement belle, elle est luxuriante. Imaginez la canopée, vous montez à des mètres, et vous voyez de haut la canopée flamboyante, elle est verte, elle est dense, elle est riche, elle est diverse. Imaginez ça et on joue. Et bien forcément, le son que l'on produit avec cette image, avec cette référence, qui n'est donc pas une référence ni historique, ni qui fait référence à quelque chose qu'un Européen aurait fréquenté dans sa vie. On part avec une base commune qui est à la fois, évidemment, la musique de Jean Cras, le poème de Baudelaire, les références qu'on a en commun, et puis celles que j'apporte. Et donc, finalement, dans la musique, je crois qu'on n'a pas à revendiquer notre identité parce qu'elle passe au travers de notre présence même. Et finalement, le fait de la revendiquer, ça voudrait dire que ça devient politique. Or, on est à première vue, on n'est pas là pour ça. On est là pour créer quelque chose ensemble, on est là pour créer de la beauté, on est là pour se mettre d'accord sur la façon d'interpréter cette œuvre. Et finalement, c'est ce qu'il y a de beau. Après, ce que les gens perçoivent, c'est ce que les gens perçoivent. Mais c'est pas moi. Voilà. Je pense que je suis un peu partagée. Je suis d'accord. J'ai commencé par dire que j'étais partagée. Ouais. Mais non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais quand je pense à mon parcours, quand le chant classique m'a été suggéré, psychologiquement, j'ai vraiment eu du mal, en fait. Autant j'avais une prof de chant qui entendait que vocalement, voilà, tout ce qui doit être là est là. Mais pour moi, ça manquait de contexte. Et c'est pour ça que je peux comprendre cette idée de revendication, parce que c'est vrai que quand j'étais petite, c'est une forme d'art qui a été toujours présentée comme c'est très joli, mais c'est pour les autres. Et ce qui ne m'a pas aidée non plus, c'est de faire une école de musique par la suite, le conservatoire à un niveau universitaire, où, par exemple, j'étais constamment la seule noire. Et pour moi, c'était important. C'est pour ça qu'avoir une communauté des Outre-mer est très importante, parce que ça m'a aidé à avoir beaucoup plus de contexte, à apporter un peu plus de contexte à ma voix et à ne pas voir ça comme quelque chose d'externe. Et je pense que j'aurais sans doute fait du chant classique si j'avais eu un contexte un peu plus tôt. Si un contexte classique m'était présenté beaucoup plus tôt. Et quand j'entends la voix de mes collègues, quand j'ai entendu la voix de mes collègues durant ces 2 semaines de masterclass, je me suis dit, purée, si ce contexte avait existé plus tôt, peut-être qu'ils auraient fait du classique plus tôt. Peut-être qu'ils auraient eu des outils pour trouver leur voix plus tôt. Donc c'est pour ça que je dis je suis un peu partagée, et que ça ne devienne pas, voilà, je chante, comme je me présentais souvent, je chante du gospel, mais j'ai cette autre voix. Non. Tout ça, ça m'appartient, c'est à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand ça manque de contexte, c'est un peu compliqué de se retrouver dans quelque chose qu'on ne voit pas constamment. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je viens de dire. Voilà. Et moi, ma culture antillaise, je la vois, elle ne s'enlève pas, même dans le lyrique. Moi, je me rappelle quand j'ai appris mon premier air d'opéra, ce que Fabrice m'a expliqué, c'est que j'avais une difficulté, j'avais un air avec beaucoup de vocalises, donc une succession de notes que je n'arrivais pas à faire facilement, et il m'a dit de le penser zouk. Et donc, pendant 2 semaines, avant l'opéra Vassy, je le pensais zouk, je l'ai pensé chaloupé, je l'ai pensé... Voilà, donc je me suis créé mes propres images. Et donc, en fait, je me réfère toujours à ma culture antillaise, donc elle est là.
Et donc oui, je la revendique. Et par exemple, avec le concours, ça fait un peu le concours Miss France. Moi, quand il y a une Martiniquaise qui se présente, je suis encore plus contente. Bien sûr, je suis contente pour tout le monde. Mais il y a ce côté, super, la Martinique. Et voilà. Donc ce côté Martinique, il sera toujours présent en moi, que ce soit dans le lyrique, dans la danse, à travers tous mes arts, et même aussi au travail aussi. Il est partout. D'autres questions? Bonjour, je voudrais savoir si vous avez des idées en fait pour justement accompagner les jeunes ultramarins maintenant que vous avez vécu vos expériences et notamment au travers voilà, de tout ce qui est réseaux sociaux, si vous avez mis des choses en place, si vous souhaitez mettre des choses en place et voilà, leur permettre de découvrir tout votre univers et tout ce à quoi ils pourraient accéder en tout cas voilà, par rapport à ce que vous avez présenté. Des idées, ben, je pense que déjà à travers le concours c'est une bonne plateforme, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, par exemple les jeunes talents, donc je pense que l'objectif c'est qu'ils rentrent tous, ou qu'ils aient la possibilité tous de rentrer dans des conservatoires où il y a des jeunes talents qui ont 16-17 ans, qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, où là il n'y a pas forcément de conservatoire, donc déjà dans un premier temps c'est ça, c'est pour l'égalité des chances, pouvoir déjà avoir l'argent, de venir ici, de pouvoir passer le concours du conservatoire ou d'autres écoles de musique et pouvoir être logé. Donc voilà, je pense que ça existe déjà, mais il faudrait accélérer ça et puis répandre l'information dessus. Donc on a des internautes en fait qui vous suivent actuellement en visio. Donc on en a une qui tenait tout d'abord à vous remercier. À vous remercier d'être ces merveilleuses ambassadrices qui ouvrent la voie à tous les ultramarins qui souhaitent chanter mais qui n'osent pas. Et elle a également une question. Est-ce que les langues créoles sont compatibles avec le lyrique ? Oui, pourquoi pas, parce que j'ai eu la chance de chanter en l'honneur de la cérémonie pour Eusanne Palsy, où j'avais chanté un chant en créole que j'avais un petit peu lyrisé. Donc pour moi, le créole, il est compatible avec tout style de musique et il devrait être encore plus présent. Je pense aux chanteurs, par exemple, notamment Kalash qui a chanté sur France 2 ou France 3, je crois, en l'honneur de la francophonie, un chant en créole et accompagné d'un orchestre. Et donc voilà, il ne faut pas se fixer de limites. Pour moi, tout est possible, les mix, les genres et tout. Comment ? J'ai pas entendu. Un petit échantillon. Mais oui, complètement. Je vous garantis que si on peut chanter en russe, on peut chanter en créole. Et ben moi, du coup, je lance un appel aux compositeurs et aux compositrices qui souhaitent collaborer avec des créolophones, que ce soit des Antilles, de la Guyane, de la Réunion ou d'autres territoires. Bienvenue pour la collaboration. Voilà, c'est un appel très sérieux, hein, attention. Hein. Alors, on m'a rappelé qu'il y avait une petite vidéo de présentation du concours des voix outre-mer. Je vous propose de faire cette petite pause avant de reprendre pour quelques questions supplémentaires. Est-ce que la cour dort? C'est important de rassembler les océans pour faire chanter toutes les voix des Outre-mer. Avec l'association Les Contre-Courants,
Notre revendication, c'est l'art lyrique gratuitement pour tous. C'est que l'opéra devienne populaire dans tous les Outre-mer. J'ai peut-être du coup une question qui s'adresse à Julienne plus particulièrement et peut-être à Monsieur Di Falco, Monsieur Leleu. Vous qui avez eu une expérience au Royaume-Uni, est-ce que vous avez l'impression que les talents des autres territoires d'outre-mer du Royaume-Uni ont cette chance de s'exprimer, de vivre de leur talent, ou finalement ce qui existe avec les territoires ultramarins français est quelque chose d'assez unique, exceptionnel? Bon, la réponse est un peu dans la question, mais... Non, ce que Fabrice Di Falco et Julien Leleu font avec les voix d'outre-mer, c'est vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est vrai qu'en Angleterre, ils ont leur propre concours, mais d'avoir ce genre de soutien et d'exposition, c'est vraiment assez incroyable. Donc merci à vous deux, parce que je n'ai jamais vu ça nulle part. Dans les territoires qui dépendent du Royaume-Uni, les Overseas Territories, est-ce qu'il existe comme ça des dispositifs pour découvrir les talents En réalité, si vous voulez, si nous avons créé ce concours déjà pour les Français, c'est que on s'est posé la question comment se fait-il que dans d'autres pays, c'est le seul concours qui vous permet d'avoir des masterclass gratuites avant de passer le concours. Dans le monde entier, quand vous passez un concours, vous avez, un professeur de chant, payé un professeur de chant de vous-même, payer des masterclass. Donc quand vous arrivez au concours, en réalité, vous n'avez pas rencontré les autres candidats. Vous rencontrez les autres candidats le jour J. Et vous n'avez pas le temps de discuter avec eux, parce que pendant que Marie-Laure chante son passage, Julienne n'a pas le temps de rencontrer Marie-Laure, parce que Julienne attend que ce soit son tour. Donc nous avons voulu créer d'abord que la formation soit gratuite en amont pendant des mois, afin que quand tous les candidats se retrouvent, ils ne se retrouvent pas le jour J du concours, ils se retrouvent pendant les masterclass, afin qu'il n'y ait pas de rivalité, mais que nous puissions être ensemble. Et vous savez d'où ça me vient, en réalité? C'est quand j'ai fait Les Nègres de Jean Genet à l'Opéra de Lyon, j'étais le seul Français à être dans cette troupe de solistes avec 12 Afro-Américains. Et je me rends compte d'une chose, c'est que ces 12 Afro-Américains, qui pour la plupart habitaient en Allemagne, ils avaient une chose qui était assez essentielle, alors qu'ils n'avaient pas vécu ce que les voix des Outre-mer vivent, c'est qu'ils étaient tous ces Afro-Américains en Allemagne, ils se voyaient tout le temps. Et j'avais vu que c'était une famille. Et quand il y avait, par exemple, un chanteur afro-américain qui était au courant d'un opéra, il appelait tous ses frères et sœurs afro-américains pour leur dire « Tu sais, il y a un opéra qui va se faire, et donc allons-y. Et si tu as le rôle, c'est super. Si je n'ai pas le rôle, ce n'est pas grave. » Mais ça, ce n'est pas parce que c'était une formation qui avait permis ça. Ce n'était pas un concours qui avait permis ça. C'est simplement parce que ces Afro-Américains se retrouvaient en Allemagne dans des troupes différentes et se retrouvaient dans des circonstances. L'Amérique est grande, donc ils n'étaient pas tous du même État, mais ils se retrouvaient évidemment non pas dans une recherche de diversité ou une recherche d'imposition d'un caractère de couleur.
qu'il cherchait une famille, et j'ai vécu avec ces 12 Afro-Américains cette famille, et c'est en cela que quand on a discuté avec ces Afro-Américains après de cette création du concours, ils m'ont dit, ben nous aussi aux États-Unis, Fabrice, viens le créer pour nous aux États-Unis, viens le créer dans d'autres. Et parce qu'ils se disent, c'est le seul concours au monde qui permet à des chanteurs, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quelle que soit la formation et quel que soit le lieu d'où il vient, nous rappelons quand même que nous avons le concours Voix des Outre-mer aussi avec des ultramarins qui habitent en hexagone. Donc nous faisons bien sûr tous les territoires, mais il y a quand même des ultramarins qui habitent en hexagone. Donc si vous voulez, je crois, et ça me touche beaucoup quand j'entends si ce concours existait, on aurait fait du chant plus tôt. En réalité, c'est cela. Nous avons créé ce concours parce que tout ce qui n'a pas été fait avant, nous devons de le construire. Et eux, toutes ces voix des Outre-mer de ces 6 éditions, doivent continuer cette route, créer ces autoroutes, et que cette voie VOIX puisse leur ouvrir à toutes et à tous cette voie, ces voies VOIES. Vous voyez, donc c'est un réel, comment dirais-je, plaisir de voir que ces Français d'outre-mer puissent aussi montrer qu'ils peuvent, comme vous l'avez entendu, être enracinés dans leur culture, même pouvoir mettre leur culture à travers leur interprétation, incarnation et même parole, mais surtout montrer à la France, finalement, que nous, les Outre-mer, nous sommes aussi importants que d'autres territoires ici hexagonaux. D'autres questions, madame? Bonjour mesdames, j'avais une petite question. Comment vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 36 ans. Donc, je pense que je me vois toujours faire du chant. Je pense que j'aurais bien progressé. Et je me vois, pourquoi pas, dans des spectacles, pourquoi pas faire de plus en plus de spectacles en Outre-mer, ici. Voilà, je me vois toujours dans la musique, en tout cas, ça c'est sûr. En 10 ans, j'aurai 44 ans. Mais oui, je me vois toujours faire de la musique avec une famille, un mari, des enfants. Donc un peu plus de valises à transporter. Mais j'espère aussi voir beaucoup plus d'infrastructures disponibles à des jeunes chanteurs des Outre-mer pour qu'ils se rendent compte que c'est pas juste quelque chose qu'on aura du mal à atteindre. C'est pas si loin que ça. C'est chez nous, parce que cette voie, elle est en nous. Et il y a des infrastructures pour la sortir et pour nous préparer à des carrières dans le futur. Je plus sois. Je partage ta vision. J'aimerais également que ce ne soit plus un sujet, que ce soit une évidence en fait, qu'on n'ait pas besoin de quitter nos départements d'outre-mer, qu'il y a un écosystème lyrique commun. Finalement, la Martinique, la Guadeloupe sont 2 îles sœurs, mais elles ne sont pas très loin de la Guyane. Je crois que j'ai envie de croire que dans 10 ans, on aura beaucoup avancé, que le concours des Voix des Outre-mer sera devenu encore une plus grande institution que celle qu'elle n'est aujourd'hui, que vraiment on aura, je ne sais pas moi, 3 productions par an dans chaque département, avec 3 opéras différents, avec 3 castings différents, sinon plus, en double casting. Je vois grand, mais parce qu'on est capable de le faire. C'est pas une utopie, c'est pas une hérésie ce que je suis en train de dire, c'est vraiment possible. Encore faut-il qu'on soit vraiment tous conscients que c'est possible et qu'il faut qu'on œuvre tous ensemble, main dans la main, avec cette vision commune. Et vous ? En réalité, moi, dans 10 ans, j'aurai 60 ans. Et donc, évidemment, je serai ravi
de parcourir le monde pour entendre toutes les voix des Outre-mer dans les plus grands opéras du monde. Dans 10 ans, je souhaite être assis et entendre aussi bien à Garnier qu'à entendre à Sydney ou en Andromède des voix des Outre-mer qui, comment dirais-je, auront, comme nous, avec Julien, défoncé des portes, ouvert des fenêtres, construit des souterrains quand on nous dit que ce n'est pas possible qu'on y aille. Et qu'on soit assis et qu'on se dise, mais vous voyez, c'était possible. Et leur voix, leur personnalité, leur vie fait qu'ils sont là. Et j'en suis sûr que de mon vivant, je serai assis et que je verrai des voix des Outre-mer briller. Parce qu'une chose qui est essentielle, quand Marie-Laure Garnier a chanté le 14 juillet, aussi bien Summertime de Gershwin, extrait de Porgy and Bess, et la Marseillaise, en réalité, sous cette tour Eiffel, et on se souvient encore de l'arrivée d'Anne Hidalgo, maire de Paris, halluciner de voir, comment dirais-je, comment une femme noire, compétente, extraordinaire, elle savait tout cela. Mais de le voir, vous savez, de voir des choses dans des dossiers, de voir des choses à la télé, de voir des choses dont on a parlé. Mais quand des ministres ou des présidents de la République, quand on est allé avec le président Macron et Livia pour Toussaint l'ouverture, quand ce sont des personnalités qui voient au-delà des dossiers, des personnes comme Marie-Laure Julienne ou Ludivine ou d'autres sont vraiment là avec des grandes voix, représentent des figures extraordinaires qui seront atemporelles parce que ça va rester dans du marbre, ça va rester incrusté parce que c'est vos talents qui feront et votre rigueur et votre travail acharné, non pas pour, comment dirais-je, faire de votre passion un métier, mais de créer pour les autres que vos passions deviennent leur métier. Une question au fond de la salle. Pour répondre à la question de ce qu'on ferait dans 10 ans, moi j'aimerais, dans 10 ans, pouvoir me dire « Ah là là, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques par l'une d'entre vous chantant la Marseillaise, c'était juste magnifique. » Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à... Voilà. Je dirais une chose, pourquoi devons-nous attendre 10 ans qu'en France, alors qu'il y a les Jeux Olympiques, comment dirais-je, nous devrions, c'est une bonne idée, n'attendons pas 10 ans, faisons dès cette année. Je crois, Ludivine, que vous deviez nous chanter... Oh, pardon. Vous deviez vous remémorer un chant réclamé là sur... C'était un petit chant de Mona, je vais faire un petit extrait. Les monuments caritapeo et les statues que déplacées Antje-Philippe facile pour Dieu, ça qui savent, ça qui passe, savent. Voilà. C'était Eugène Mona. En créole, du coup. Pour répondre à la question, c'était en créole. Et c'est un chant de Eugène Mona que j'ai eu la chance d'interpréter pour Eusanne Palsy, la réalisatrice martiniquaise. Voilà. Donc le lyrique n'a pas de frontières. Exactement. Alors voilà. C'est une question que j'ai posée. Est-ce qu'il vous est possible de chanter toutes les trois un air, enfin le même air en même temps? On y va. Est-ce qu'on a un troisième micro? Non, il n'y a pas de troisième micro. Bon. Il va falloir partager. Sans micro.
bravo, bravo. Est-ce qu'il y a un dernier petit message que vous voulez nous transmettre cet après-midi ? L'occasion de nous exprimer, de faire une petite rétrospective sur notre vie. Voilà. Et merci à mes 2 autres camarades. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Et merci à Fabrice et Julien pour toutes les opportunités depuis maintenant moi 5 ans avec les Voix des Outre-mer. Et voilà. Tout pareil. Un grand merci. Et surtout, j'ai hâte de voir les progrès, l'avancement de l'aventure des Voix des Outre-mer. Ouais, j'ai vraiment hâte parce que je sais que c'était la 6e édition là et ce qui s'est passé était incroyable et je sais que le meilleur est à venir. Donc voilà. Je vais éviter la redite, donc je vous donnerai rendez-vous sur les réseaux sociaux du concours Voix des Outre-mer pour suivre cette aventure qui est absolument formidable, qui nous mène dans différentes contrées. Donc demain, nous serons à Clermont-Ferrand pour un hommage à Christiane Edapierre, cette grande chanteuse martiniquaise qui est une réelle figure, un réel exemple, en plus de celui que Fabrice représente, parce que lui aussi fait une très belle carrière. C'est un vrai exemple pour nous et je pense que vraiment on se réjouit de vous retrouver ici et là. Merci à toutes les 3. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ces palabres. Rendez-vous dans un mois pour un tout autre sujet, puisque dans un mois, le thème, ça va être l'évolution démographique dans les Outre-mer. Ce sera un peu moins artistique, mais merci à nouveau à toutes les 3, mesdames. Merci beaucoup.